Ma mère, elle était méditerranéenne. Elle disait des choses simples. Essaie d'être en bonne santé. Je vais lui dire ce soir, puisqu'elle me regarde, que ça va, maman, je suis en bonne santé. Éric Besson va bien et comme il le dit à sa maman à la télévision, on est tous au courant. Depuis 3 ans qu'il a quitté le PS et rejoint Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Immigration ne cesse de se justifier, parfois vous allez voir de façon surprenante. Alors quels arguments emploie-t-il? Que nous dit-il sur lui et sur ses moteurs? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, le ministre le plus polémique du gouvernement, avec nous 4 invités. Gilles Masson, publicitaire à l'agence GAD. Avec vous, on décryptera le positionnement de la marque Besson, qui a d'ailleurs de vrais talents de publicitaire. Marc Abélès, anthropologue de la vie politique. On compte sur vous pour décrypter le positionnement d'Éric Besson par rapport à ses différentes familles politiques. Sophie Cadalane, psychanalyste. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On va commencer par parler d'Éric Besson face à ses adversaires politiques, adversaires de gauche, mais aussi du Front National, dans un débat qui a beaucoup fait parler, celui face à Marine Le Pen. Juste après, les commentateurs ont dit qu'il avait largement eu le dessus. On va voir s'il était si à l'aise que ça. On regarde. C'est la première fois que je vous rencontre, mais ça m'intéresse beaucoup. Vous êtes jeune, vous avez un physique avenant, et j'ai l'impression de voir la représentante d'un monde qui a disparu, un monde en train de disparaître. Puisque vous êtes en train de faire disparaître. J'ai dit quelque chose sur votre physique. Pour moi, vous êtes une espèce de dinosaure de la vie politique. Quand je vous écoute, je vois la vieille politique, c'est-à-dire celle qui veut dresser les uns contre les autres, les Français contre les étrangers, les Français d'origine étrangère contre les Français que vous appelez de souche, etc. Et pour ça, vous utilisez le mensonge, des méthodes mais qui devraient avoir disparu d'une démocratie moderne. J'ai votre tract et vous venez d'en faire une espèce de condensé absurde. Vous dites, pour essayer de convaincre nos concitoyens, vous dites des groupes politico-religieux, ça c'est la vieille thèse du Front National, le complot, des gens dans l'ombre, faites attention, braves gens, etc., etc. Ce qui frappe dans cet extrait, c'est qu'il y a des mots extrêmement durs, absurdes, mensonges, dinosaures. Mais derrière cette agressivité, est-il réellement à l'aise, Denis Bertrand, selon vous? Manifestement, il essaie de se démarquer. De Marine Le Pen. C'était le but de l'émission, paraît-il. On dit certains. Pourtant, ce qui est, à mon avis, très frappant, et c'est renforcé par le lexique qu'il utilise et que vous venez de rappeler, c'est qu'il y a une radicale exclusion de l'autre. Son interlocutrice. Ah bon, comment vous voyez il l'exclut en portant. Il l'exclut. Il ne lui dit pas qu'elle est jolie. Il lui dit vous avez un physique avenant. Avoir un physique avenant, c'est pas exactement un compliment. Oui, et après il dit sur un ton interrogatif, j'ai noté, j'ai dit quelque chose sur votre physique. Oui, en fait, c'est bizarre. Après, il le reprend. Il reprend le mot physique et parler de quelqu'un en disant vous avez un physique avenant, c'est l'objectiver, c'est retenir de la personne qu'on a en face de soi une qualité qui est même une qualité matérielle, une qualité qui est une qualité d'objet. Et quand il lui porte ensuite, quand il porte sur elle un jugement sur ce qu'elle vient de dire, qu'on n'a pas entendu dans l'extrait, que vous avez condensé, est absurde. C'est un jugement d'un péremptoire total. Si bien que je dirais qu'il utilise pour se démarquer de Madame Le Pen les propriétés du discours bien connu de l'extrême droite, à savoir l'exclusion de l'autre. Il exclut son interlocutrice complètement, au point même que... D'accord, donc quand il dit absurde, pour vous, ça contribue à exclure, quoi. Les mots violents, etc. Donc il utilise finalement la rhétorique de l'adversaire. Il utilise la rhétorique de l'adversaire à un point de radicalité, même qui crée une sorte de malaise dans l'interlocution, au point que Marine Le Pen, dans l'image, paraît comme une victime innocente des jugements qui sont portés sur elle. Ce qui est frappant dans ce que vient de dire Denis Bertrand, c'est qu'effectivement, il utilise des mots très durs. Oui. Et normalement, quand on a fait un peu de communication, on vous apprend toujours qu'à la télévision, il ne faut pas agresser l'adversaire. Alors pourquoi, selon vous, Gilles Masson, et quel effet ça produit? Parce que dans la norme politique, l'opposition à Le Pen, et en l'occurrence la famille Le Pen, ne peut être qu'agressive. C'est-à-dire que est jugé fort un homme politique aujourd'hui de droite qui tient tête au Le Pen, tout en ayant un langage dur. Et il fait parfaitement bien ce rôle-là.
D'accord. Quitte à passer pour agressif Absolument. et à se desservir sur ce terrain-là. Marc Abélès, un mot sur les formules, justement par rapport à sa famille politique? Moi, je pense que en fait, on le sent assez tendu, on le sent pas vraiment à l'aise. On avait plutôt dit qu'il s'en était mieux tiré que Marine Le Pen, mais bon. Oui, l'impression qu'on a aussi, c'est qu'il est face à une femme, et c'est bizarre. Il y a toute une relation qui s'établit quand il lui parle de son visage avenant. C'est-à-dire qu'à la fois, il se reprend ensuite en disant oui, mais enfin, c'est pas de ça que je parle de votre caractère de dinosaure. Alors, voilà, on a le sentiment qu'il a quelque chose de très, et ça on le voit souvent avec Besson par rapport aux femmes. Il y a quelque chose qui se noue dans ce genre de dialogue. Il n'est pas particulièrement à l'aise, je pense, parce que Marine Le Pen est une femme. Et que, en fait, c'est pas pour lui l'adversaire de choix. Parce que, d'une certaine manière, bizarrement aussi, il respecte le fait que ce soit une femme, et qu'il est ennuyé même de lui avoir parlé de son visage, parce que peut-être que aussi, du point de vue de sa culture, il a quand même fréquenté des féministes, on peut croire, et donc sans son ex-femme. Voilà, par exemple. Ah d'accord, ok, bon, c'est intéressant. Alors on vient de voir Éric Besson en 2010. Pour comparer, je voudrais qu'on revoie les images d'un autre Éric Besson, enfin quand lui-même était encore au Parti socialiste. C'était donc Éric Besson, débatteur en janvier 2007. À l'époque, il venait de coordonner un ouvrage collectif contre Nicolas Sarkozy, et il en débattait avec l'ami du futur président Brice Hortefeux sur le plateau de Serge Moati. On regarde. D'abord, Nicolas Sarkozy essaie de faire en sorte de dire qu'au fond, il n'a pas vraiment appartenu au gouvernement auquel il appartient depuis 5 ans. Le bilan Raffarin-Villepin, ça n'est pas le sien. La France d'après, elle ne commencerait que lorsqu'il serait président de la République. Il n'est en rien comptable et responsable de ce qui s'est passé depuis 5 ans. Deuxième écran, celui de son propre bilan. Il voulait être jugé sur les résultats. Il a été ministre de l'économie et des finances. La croissance a été faible, les déficits et la dette ont été creusés, le pouvoir d'achat des plus modestes a baissé. Il a été ministre de l'Intérieur, et vous vous souvenez, en 2002, Zorro allait venir. La délinquance globale a baissé. Incontestablement, ne vous plongez pas dans vos fiches, je ne le conteste pas tout de suite. Sur les résultats de cette période, je les connais, c'était l'époque où vous étiez au pouvoir, la délinquance ça m'intéresse de le globale rappeler. a baissé. Mais les violences faites aux personnes, les violences physiques, ont augmenté de 43. Mais c'est les seuls auxquels Nicolas Sarkozy disait s'intéresser en 2002. Bon, alors là, il emploie des mots visiblement moins agressifs, puis il fait un peu d'humour. Un Zorro allait venir. Vous le trouvez plus à l'aise, Denis Bertrand, plus convaincant? Je dirais qu'on pourrait suivre le même fil rouge que celui qu'on avait pour la conversation, enfin l'échange avec Marine Le Pen, ouais. C'est sa relation avec l'autre. Alors là, comment elle est sa relation avec l'autre? Il tient un discours qui est celui de l'objectivité absolue. Ouais. Ce sont des faits. Il n'y a aucune contestation possible dans la liste des faits qu'il énonce, et dès que l'autre veut prendre la parole, il lui tend la main, il dit taisez-vous. Je ne conteste pas ce que vous voulez me dire. C'est-à-dire qu'il anticipe l'objection que l'autre pourrait lui opposer, et pour le faire taire avant même qu'il ait pris la parole. Il y a une chose qui est très dure, à mon avis, dans la construction de la relation, c'est-à-dire qu'il tient un monologue objectif, incontestable, qui ne saurait en aucun cas... qui fait une démonstration, il va aller au bout de sa démonstration, il ne veut pas se laisser interrompre. En une certaine façon, vous avez raison, mais si on descend un tout petit peu plus dans la logique de son comportement conversationnel, on s'aperçoit qu'il y a comme un principe, difficile de généraliser après 2 extraits, on verra si ça se confirme à travers d'autres, mais comme une logique d'exclusion de l'autre dans l'interlocution. Et pour rebondir sur ce que vous dites, oui, cette exclusion de l'humain fait que chez lui, peut-être particulièrement dans le paysage politique aujourd'hui, l'humain ressort. Mais ressort pas comme il faut, et pas de la manière dont il aimerait, par ses erreurs, ses lapsus. On vient de voir ce dinosaure qui enchaîne après le physique complimenté. Enfin, voilà, je suis d'accord avec vous, l'humain ne doit pas intervenir, donc il n'arrête pas d'interférer finalement le discours. C'est vrai qu'il dit, là, par exemple, il en fait souvent face à Marine Le Pen, il dit d'un montre, vous êtes représentante d'un montre qui a disparu, donc on entend monstre. Comment vous les expliquez, ces lapsus? C'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. C'est ça que dit le lapsus. C'est la femme qu'elle est, qui peut-être il veut pas considérer comme telle, donc ça revient par ailleurs. C'est montre aussi. Il y a quelque chose dans le montre, voilà, on est dans la démonstration, il est tout le temps dans la démonstration de quelque chose. Et elle aussi montre quelque chose, une certaine France, qu'il a choisi de condamner là.
plus qu'avec Marine Le Pen. Généralement, Éric Besson est amené à débattre avec ses anciens camarades socialistes. Et là, le terrain n'est pas toujours celui des plateaux télé, c'est aussi celui de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Alors on va commencer par un extrait, celui des premières questions au gouvernement d'Éric Besson lorsqu'il vient d'être nommé ministre de l'Immigration. On regarde. Monsieur le ministre, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour les nouvelles responsabilités que vous venez de prendre au sein du gouvernement. Avec mes collègues parlementaires, nous avons pu mesurer votre sérieux et votre capacité d'écoute dans vos précédentes fonctions. Monsieur le député Daniel Fasquelle, permettez-moi d'abord de vous remercier pour les propos agréables que vous avez tenus avant votre question. Vous avez... Oh, vous pouvez rire, je le remercie avec plaisir. Ce qui vous ennuie, c'est que je me sens bien dans cette majorité, je l'assume, tant pis. Ce qui vous ennuie, c'est que je me sente bien, je l'assume et tant pis. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il est quand même censé parler sur un terrain politique et que tout de suite il intervient sur un terrain personnel. Comment vous analysez ça? Oui, là pour le coup, c'est que de l'humain, là. Je l'assume et tant pis, j'aime bien le tant pis d'ailleurs. Voilà, mais pas au bon endroit. Mais il y a presque quelque chose de très infantile, enfin, je trouve, dans la défense. Et ça a accompagné tout ce temps où il a fait, quelque part, le passage de l'autre bord. Mais voilà, c'est comme ça, j'assume, je suis très bien, moi je vais très bien. Enfin, je trouvais qu'il y avait toujours une défense très pauvre, finalement. Enfin, elle s'était pas argumentée. Mais pourquoi ce besoin de dire qui va bien, parce qu'à mon sens, il allait très mal. De le répéter. Parce qu'à mon sens, il allait très mal. On dit pas je vais bien, je vais bien, je vais bien quand on n'a pas à faire montre de son état de santé ou d'être ou psychique. Et Besson nous a donné la démonstration pendant au moins une bonne année. Alors, Marc Abelazou, vous étiez intéressé à la rhétorique des hommes politiques dans l'hémicycle. Est-ce qu'il est dans un registre habituel, là, ce je vais bien? Tout à fait. Et moi, je pense pas qu'il faille trouver, enfin, je sais pas, on cherche une espèce de profondeur. Je trouve que ce qui me frappe dans les interventions d'Éric Besson, c'est plutôt le côté assez plat, en fait, de ce qu'il raconte, même de la manière dont il le raconte. C'est pas vraiment un charismatique. C'est quelqu'un qui fait le job, qui le faisait avec Jospin, il le fait avec Sarkozy, ça c'est une chose. Et puis, d'autre part, finalement, il dit qu'il est bien, mais peut-être qu'au fond, il est très bien. Finalement, peut-être qu'il est très bien. Pourquoi nous, on peut penser, ou certaines personnes peuvent penser on peut supputer qu'il est mal. Supputer qu'il est mal, mais après tout, il a peut-être trouvé là non pas son chemin de Damas, mais au contraire le moyen d'arriver aux plus hautes fonctions, hein, en fin de compte. Oui, mais là, oui, pardon. Je continue à penser quand même que quand on a besoin à ce point de dire, répéter qu'on va bien, c'est qu'il y a une faille quelque part, enfin en tout cas une ambiguïté qu'on veut lever. C'est une espèce de petit théâtre. Hein. C'est la première intervention. Voilà, on est est à l'Assemblée nationale. Oui. C'est vrai, ce qui est frappant dans cet extrait, et c'est difficile effectivement de savoir ce qui se passe faut dire, dans les tréfonds de l'âme d'Éric Besson. Mais c'est qu'il répond, moi ce qui m'avait frappé en préparant l'émission, c'est qu'il répondait tout de suite, il se mettait tout de suite sur un registre très personnel. Ce qui peut paraître surprenant dans le cadre de l'hémicycle. Il faut voir le parcours d'Éric Besson. Au fond, il s'est fait connaître quand il a été interpellé par Ségolène Royal qui a dit qui connaît Éric Besson. Et depuis, il n'arrête pas de nous dire qu'on va bien le connaître. Au fond, c'est une manière de répondre en permanence à cette question de Ségolène Royal que lui-même avait d'abord agressée. Et c'est là le tournant pour lui de sa carrière politique. C'est ce qu'il a projeté sur le devant de la scène. Donc voilà. D'accord, donc il continue à y répondre. Alors, autre moment de confrontation à l'Assemblée nationale, quelques temps plus tard, lorsque les socialistes, cette fois, l'interpellent sur sa politique d'immigration. Écoutez comment il y répond et surtout qui il cite dans sa réponse. Je voudrais vous citer le même jour Lionel Jospin, à l'époque Premier ministre. Voilà ce que disait Lionel Jospin. Je vous en prie. Vous devriez applaudir Lionel Jospin, vous ne devriez pas hurler. Poursuivez. Lionel Jospin disait: dire à ceux qui ne peuvent être régularisés qu'ils doivent repartir dans leur pays, qu'ils ont vocation à être reconduits à leurs frontières, c'est simplement le respect du droit international et je dirais même du droit des gens. Ce qui est intéressant, c'est qu'il répond aux socialistes en citant Lionel Jospin. Finalement, qui est le plus traître, hein? C'est peut-être un peu comme ça qu'on peut se poser la question. Que pensez-vous de cette manière de retourner les arguments? C'est une lame. C'est un personnage lame, Besson. Donc c'est quelqu'un qui tranche. Au passage, il se fait souvent du mal. Mais c'est une lame. C'est-à-dire qu'il va par la provocation et il a exactement la même rhétorique que Sarkozy. C'est-à-dire que Sarkozy dit je bouge les lignes et lui il brouille les lignes. C'est-à-dire qu'en permanence, il fait des références. Il dit je fais le même travail que Chevènement. En permanence, il est comme un chiffon rouge qui va énerver les socialistes et les pousser à la faute. Il les pousse à la faute. Quand Cambadélis le traite de Pierre Laval, il le pousse à la faute. Parce que d'un seul coup, tout le monde se retourne en faveur de Besson. Parce que ce n'est pas Pierre Laval. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il fait de la provocation. Il fait de la provo en permanence. C'est quelqu'un qui est très, très provocateur dans sa rhétorique.
Mais alors en même temps, Marc Abélès disait, et c'est vrai que ce qui est paradoxal dans le personnage d'Éric Besson, c'est quelqu'un qui a été au départ un peu un techno du PS, qui n'a pas forcément été tout de suite sur le devant de la scène. C'est surprenant cette part de provocation chez ce type de personnage. Je suis pas sûr que ce soit totalement de la provocation, parce Pour que vous, je pense c'est quoi que alors comment vous l'analysez cette je réponse? pense que ce qu'il dit à propos de la politique de Jospin, il peut très bien le penser, il peut très bien le défendre. Faut pas oublier que Besson aurait été sans doute ministre dans un gouvernement Jospin. C'est quand même quelqu'un qui était extrêmement proche de cette politique-là, et lui. Justement, ce qu'il essaye d'expliquer, c'est qu'il n'a pas le sentiment de s'éloigner tellement de ce qu'étaient les pratiques réelles. C'est-à-dire que le problème aussi de Besson, c'est de toujours expliquer que c'est bien joli les discours, les idéaux, les oppositions pures et dures. Mais en fin de compte, quand on est dans le cambouis, les mains dans le cambouis, mais faut aller jusqu'au bout. C'est lui qui. D'accord. C'est-à-dire qu'il veut renvoyer les socialistes qui sont dans les discours à ce qu'était leur réalité. À ce qu'était selon lui leur réalité. Et je ne suis pas sûr que là, il soit de son point de vue, de mauvaise foi. Et c'est peut-être ça aussi, un des problèmes aussi de la gauche d'ailleurs. C'est qui l'a fait, Besson, finalement? D'où il vient? Comment se fait-il que, effectivement... Vous disiez peut-être Ségolène Royal, d'ailleurs, en disant qui connaît monsieur Besson. Alors, à propos de cohérence, je voudrais maintenant qu'on aborde la manière dont Éric Besson s'est expliqué, justifié, au fur et à mesure de son passage de la gauche vers la droite. Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. On va reprendre quelques extraits de discours liés à ces différentes étapes. On commence en février 2007, lorsqu'il donne une conférence de presse pour expliquer qu'il quitte le PS. Il m'est arrivé de flotter sur les 35 heures, flotter sur les retraites, flotter sur le nucléaire, flotter sur les impôts, flotter sur le financement de la protection sociale. Je pense qu'à 2 mois d'une élection présidentielle, il est temps d'arbitrer et de dire clairement à nos concitoyens qui nous font confiance et qui espèrent en nous ce que sont nos réponses concrètes à un certain nombre de sujets. Là, quand il dit nous, il parle encore des socialistes, puis il va le faire pendant quelque temps, puisqu'il ne rallie Nicolas Sarkozy qu'au soir du premier tour de la présidentielle. Suite à ça, il fait quelques meetings lors desquels il s'explique. On regarde. Je suis un homme de gauche qui va soutenir et voter pour un homme qui se revendique de droite. Je suis un progressiste convaincu que pour cette élection, c'est un républicain de droite qui porte le mieux les valeurs auxquelles je crois. Dimanche, nous n'allons pas seulement dire non à une candidate, dire non à l'immobilisme. Nous allons assumer, et personnellement j'assume pleinement, de dire oui au candidat qui me paraît le plus préparé, le plus qualifié, à celui qui porte le mieux les valeurs auxquelles je crois. Et donc, suite à ça, après la présidentielle, il entre au gouvernement, mais il ne rallie l'UMP qu'en janvier 2009, au moment où il accepte le poste de ministre de l'Immigration. On écoute un extrait de son discours devant le Conseil national de l'UMP. Quand je fais quelque chose, je m'engage à fond. Il y a près de 2 ans, je me suis engagé pour Nicolas Sarkozy, estimant qu'il était le mieux qualifié, le mieux préparé pour être président de la République. Xavier m'avait dit on fera en sorte que tu puisses entrer discrètement, donc effectivement il devait y avoir des arrêts de lumière, ça a commencé quand c'était Michel, ça se prolonge avec moi, merci. Je disais donc que depuis je suis entré au gouvernement, je suis entré avec le mouvement que j'anime, les progressistes, dans la majorité présidentielle, et je m'y sens bien. On m'a bien accueilli. On fait des choses utiles. Je crois que ce gouvernement mène des réformes utiles pour la France. Et lorsque je regarde l'action du président de la République, de la crise géorgienne à la crise israélo-arabe il y a quelques jours, ou plus globalement la crise financière, moi, je ne regrette pas les choix que j'ai faits. Le dernier mot, par la force des choses, depuis 18 mois, j'ai été un peu solitaire. C'était mon chemin, c'était mon destin, comme chantent d'autres. Ça me fait plaisir de retrouver la politique en équipe, de m'insérer en une équipe. Et donc là, il retrouve une équipe, une famille dans laquelle il se sent bien, Marc Abélès, dit-il. Alors, il met quand même 2 ans pour passer donc du PS à l'UMP, avec des étapes successives. Denis Bertrand, je voulais avoir votre analyse sur la manière dont il justifie au fur et à mesure, alors on a pris des extraits qui nous paraissaient emblématiques, voilà, ces glissements progressifs, on va dire.
Je reprendrai l'expression de Gilles Masson tout à l'heure, qui comme à mon avis, comme une règle de fonctionnement de son discours, il tranche, il brouille, il tranche, il brouille, il tranche, il brouille. Alors il tranche quand, il brouille quand? Il tranche dans son discours, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'assume, je m'engage à fond, ce sont des paroles qui sont celles où on exprime qu'on tranche, c'est-à-dire qu'on choisit, c'est-à-dire qu'on se détermine d'une façon nette et catégorique. Et puis il dit j'assume, tant pis. Vous l'avez remarqué, le tant pis. Le tant pis, c'est le brouillage. Parce que dans le tant pis, c'est tant mieux. J'assume, tant mieux. Il y a beaucoup de choses dans le tant pis. Qu'est-ce qu'il y a dans le tant pis? Il faudrait se demander ce qu'il y a au fond du tant pis, ou sous le tant pis. Mais c'est intéressant parce que il brouille en ce sens que. Et là, il brouille quand, par exemple, quand il explique. Il brouille quand je suis un homme de gauche. Et je vote pour un homme qui se revendique de droite. C'est ça, c'est frappant. Compliqué, quoi. C'est assez compliqué comme opération. C'est pas simplement dire je suis un homme de gauche qui vote pour un homme de droite. Mais dans le qui se revendique, il trouve sa place. Et c'est là qu'il y a brouillage. Oui, parce que finalement, Nicolas Sarkozy est peut-être de gauche, quoi. C'est ce qu'il sous-entend à cette époque-là. Mais il y a un brouillage permanent. Quand vous regardez quand même, il a traité Sarkozy, juste avant son départ, de néo-conservateur à passeport français. Il va dans le club aujourd'hui des progressistes. Néoconservateur et progressiste, vous pouvez estimer que c'est plutôt deux aimants. À passeport français, ça a quand même des connotations étranges quand on est ministre de l'immigration. Et il passe son temps effectivement à tendre un petit peu et à brouiller son discours. Et ça le rend peut-être très humain, mais aujourd'hui, le problème, c'est que l'étiquette de Judas lui colle à la peau. Donc il fait tout pour se débarrasser de cette étiquette. Et c'est très compliqué. Alors, justement, ça pose quand même une question. Madame Arcabès, je voulais avoir votre regard. Alors déjà, première chose, vous disiez tout à l'heure, finalement, c'est un techno. Moi, je le trouve assez fade, enfin, dans sa manière de s'expliquer. En même temps, c'est vrai qu'il a quand même un certain sens. Alors, c'est peut-être pas de la provocation, mais enfin, une manière comme ça d'assumer, d'affirmer. Alors, on disait, il brouille et il tranche. Qu'est-ce que vous en pensez sur sa manière de justifier au fur et à mesure? C'est aussi une forme de communication, c'est-à-dire que tout le monde. Quelqu'un de l'ombre, terme ou grand communicant il faut le recontextualiser, c'est-à-dire qu'il est dans un certain rôle depuis qu'il s'est rallié à Sarkozy. En fait, ça a été quand même très brutal. On peut pas dire que ça a duré 2 ans. Il s'est rallié, il a dit je viens avec mes valeurs. Donc il a adoubé finalement Sarkozy comme étant un homme qui pourrait aussi se revendiquer de la gauche finalement, puisqu'il partage en fin de compte les mêmes valeurs. Et puis il y a quelque chose qui est quand même très frappant dans sa personnalité, c'est que c'est quelqu'un qui assume, c'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est un homme d'équipe. C'est quelqu'un qui a travaillé. Et c'est vrai que face à l'UMP, quand il dit je retrouve une équipe, on sent effectivement que ça lui tient à cœur. Mais alors, la question qu'on se pose, c'est justement, vous dites, c'est vrai que ça a été fait d'un coup au moment où il a rallié Nicolas Sarkozy, mais il a quand même mis 2 ans avant de rentrer à l'UMP, de retrouver une famille. Oui. Mais en même temps, on peut penser que les choses se sont faites, je sais pas de quelle manière, mais le sentiment qu'on a, c'est qu'il a tout de suite, il s'est mis au travail. Pour le nouveau président, sans visiblement avoir d'état d'âme. On lui a d'ailleurs confié à l'époque, je crois, un secrétariat d'État, enfin quelque chose qui était beaucoup moins important à la prospective économique. Voilà. Donc tout de suite, parce qu'il aurait pu à la limite se rallier, avoir un poste éminent à une commission parlementaire ou quelque chose comme ça. Mais tout de suite, il se met au travail. Et c'est ce côté effectivement assez techno et peut-être quelque part aussi un peu que je dis un petit peu fade, qui me paraît caractériser. D'accord. Par son côté, je me mets au travail. Il y a un travail à faire. Je l'accomplis sans état d'âme. Ça, c'est techno. Je fais le job. Alors, en même temps, on parlait, voilà, il se sent bien, il est normal qu'il le dise, qu'il le justifie, mais d'autres sont passés de la gauche au gouvernement de Sarkozy ne font pas montre aussi régulièrement de leur état d'âme et de leur état d'être. Juste une chose, vous disiez, d'autres sont passés. Fadel Amara, Bernard Kouchner, etc. Et c'est lui qui a l'étiquette du traître, qui lui colle encore à la peau. Qui lui collera longtemps à la peau. Vous pensez? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, comme dit Sophie Cadellen, pourquoi lui plus que les autres? A-t-il trahi plus que les autres? Moi, je crois que la figure du traître, c'est une figure qui se situe au cœur de l'événement. En effet, le moment où il est passé à droite est décisif. Il rallie Nicolas Sarkozy, celui qui se dit de droite, celui qui se revendique de droite. C'est quand même cela. C'est-à-dire que la définition de la trahison, c'est abandonner son camp et passer à l'ennemi. C'est quand même ça. Donc il faut qu'il y ait une situation de confrontation, et c'est au cœur de la situation de confrontation qu'il change de camp. Et à ce moment-là, c'est Ganelon. C'est la figure épique du traître. D'accord. C'est dans ce récit que ça se construit. Et avec un bénéfice énorme qui, je pense, est un vrai moteur pour lui, c'est que maintenant on le connaît. Voilà, lui que personne n'identifiait avant, je pense que c'est un moteur de son parcours et de sa réussite et revanche aujourd'hui, parce que c'est quand même une réussite, on le connaît. On ne l'aime pas forcément, mais on le connaît.
Gilles Masson, vous disiez, et puis il dit qu'il a flotté dans sa conférence de... pendant 15 ans quand même au Parti Socialiste. C'est quand même étrange que quelqu'un qui a été cadre du Parti Socialiste pendant 15 ans explique qu'il a flotté sur tous les débats essentiels du Parti Socialiste. Donc quand on parle de traître, c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui part avec une violence inouïe et qui le fait à un moment clé de la guerre entre le PS et l'UMP et qui en plus au passage va totalement saper les bases du PS. Éric Besson, finalement, techno ou as de la com. Pour nourrir le débat, je voulais qu'on reprenne un extrait que nous avons retrouvé grâce à Lina. Alors un extrait qui a déjà été évoqué, c'est celui, donc c'est en 1983, lorsque Éric Besson rate l'ENA, il se paye une publicité dans Le Monde pour le crier haut et fort, ce qui lui donne l'occasion d'un premier passage télé. On écoute ses explications. Effectivement, je me suis vendu sur un échec, si on peut dire. Le premier point, c'est d'abord que mon titre, J'ai échoué à l'ENA, c'était une accroche en fait. C'était pour accrocher le lecteur. J'étais pratiquement certain qu'à partir du moment où on aurait lu le titre, on irait jusqu'au bout de l'annonce. Et je crois que c'est effectivement ce qui s'est passé. Le deuxième point, c'est que d'afficher cet échec, c'était un moyen pour moi, non pas de l'effacer, mais en tout cas le dépasser. Faire de cet échec un tremplin pour une réussite, pour autre chose que je voulais faire. Et en un sens, on pourrait dire que c'est presque un titre exorciste pour moi. On imagine que l'auteur de cette annonce a de l'assurance, de l'audace, du culot. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est vrai que quand on lit cette annonce, à première vue, elle fait penser à quelqu'un d'ambitieux. Et même le risque que je prenais, c'est de paraître exhibitionniste, mégalomane, prétentieux. Bon, j'arrête là cette autoflagellation. Mais c'est vrai que c'est le risque que je prenais. Alors, on a choisi de le prendre dans la longueur, cet extrait, parce qu'il y a énormément de choses dedans. Alors d'abord, sur le coup de pub en lui-même, se payer une pub pour dire qu'on a échoué. C'est un coup brillant. C'est-à-dire qu'il retourne totalement l'échec en provocation. C'est encore de la provocation. Et il le disait lui-même, j'attendais des centaines de demandes d'emploi. En gros, Besson fait ça à l'époque, il était jeune, le prof l'avait traité justement de mégalomane et de provocateur. Besson fait ça en disant, j'ai raté, mais je réussirai mieux que mes copains, vu que j'aurai des centaines d'emplois dans le privé. C'est pas une trahison, mais c'est quand même une provocation, encore une fois, brillante. C'est un vrai coup de communication. Oui, d'accord, c'est ça, parce qu'effectivement, c'est pas juste dire j'ai échoué, gna gna gna, c'est j'ai échoué et je réussirai mieux que vous, parce que moi, je vais trouver du boulot grâce à ma super annonce. Il a eu des centaines de propositions le lendemain. D'accord. Alors, Marc Abélaz, vous avez fait un livre il y a quelques années sur la manière dont les politiques gèrent leurs échecs. Quel est votre regard sur ce premier échec d'Éric Besson et sa manière de le retourner ? Oui, je trouve que justement, ça dit sur la suite. Ça dit beaucoup sur la suite. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de scène primitive de l'échec, et il y a l'idée qu'au fond, précisément partir sur un échec, ça peut être une excellente chose. Et les politiques qui généralement s'en sortent plutôt bien, ce sont des gens, c'est ce que j'explique dans ce livre, qui sont passés par l'échec et qui se sont toujours accrochés, qui sont les véritables losers, c'est ceux qui une fois qu'ils ont perdu, n'arrivent jamais à rebondir, ou dans leur tête surtout n'arrivent pas. Parce que dans le cas de Besson, c'est précisément chaque échec et chaque aspect finalement de la réalité qui va contre ses idées, contre sa façon de penser, il le retourne pour aller encore plus loin, pour aller encore plus de l'avant et pour vendre encore plus quelque chose qui lui paraît à ce moment-là très justifié. C'est-à-dire que là, il maîtrise quand même bien la chose. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, sous ses airs peut-être de nous attrister et tout, là encore, je pense que c'est quelqu'un qui maîtrise très bien ce qu'il est en train de faire et ce vers quoi il veut aller. Parce que visiblement, il veut aller encore plus haut. Et ça, c'est. D'accord. Donc dans cet échec, dans la manière de gérer le premier échec, là, ce premier échec, vous voyez finalement quelqu'un qui a l'énergie des politiques qui ont su le mieux rebondir et qui est taillé pour. L'autre aspect, c'est qu'il se situe aux confins du privé et du public. C'est aussi un homme d'entreprise. Et je crois que là, c'est peut-être aussi ce qui va qualifier sa figure par rapport à une certaine tradition de la gauche et des socialistes chez qui il va rentrer. C'est qu'en fait, lui, il est toujours un peu au niveau. C'est pour ça que quand je dis il fait le job et tout, et j'emploie des mots du management, c'est pas tout à fait par hasard, parce que ça aussi, c'est une figure qu'on n'a pas tellement connue en politique jusqu'à plus récemment, et qui est une nouvelle génération, et qui est prête justement à accepter un certain nombre de choses pour aller encore plus loin. Aux fonctionnaires, ça marche pas. Je tente le privé en m'appuyant sur cet échec. Comment vous analysez ça? Il parle d'accroche. Il parle de comment rebondir sur un échec. Mais ça y est, on a quelque part on a le personnage. On a
en tout cas une notice explicative de ce qui se joue ensuite. L'accroche, il l'a trouvée. J'ai quitté le PS et j'ai rejoint l'UMP. Elle est là, l'accroche. J'ai dépassé l'échec. Alors, l'échec, est-ce que c'est pas justement de ne pas avoir existé assez au PS, de ne pas avoir eu la latitude pour exister, pour être devant, parce qu'il a besoin de ça, comme beaucoup de politiques encore. Mais je trouve que là, on a le personnage, et effectivement, capacité de passer du public au privé, d'un parti à l'autre, d'une ambition à une autre. Mais voilà, ça marche sur l'accroche et il rebondira sur l'accroche. Pour vous, c'est le même scénario. C'est le même moteur, oui, le même schéma, oui. Même schéma, du public au privé, du PS à l'UMP, et c'est ce qui rend Besson illisible. Hein. Le problème de Besson aujourd'hui, c'est qu'il est illisible. Quand on interroge les Français, il y a eu un sondage TNS, les gens sont perplexes, comme leader d'opinion, c'est-à-dire que les gens sont méfiants, ou les gens sont dans l'interrogation, parce que le fait en politique de changer de camp de manière aussi abrupte, sans rentrer dans une grande pédagogie, ça rend les gens totalement perplexes. Et c'est un peu la problématique aujourd'hui de Besson. Et pourtant, Gilles Masson, on vient de montrer tout au long de l'émission qu'il ne cessait de se justifier et de chercher à souligner la cohérence. Il passe son temps à ça. Pas. On peut pas en politique expliquer qu'on change de camp, qu'on flotte, etc. Il faut une pédagogie beaucoup plus profonde et beaucoup plus... Mais qu'est-ce qu'il pourrait dire Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Si tout ce qu'il fait depuis 2 ans... Je veux quand même, je vais être au pouvoir. Je ne sais pas si c'est entendable. Par exemple. Moi, je pense qu'il y a un autre aspect qui est important dans l'échec. Je crois que l'échec... Ce qui l'a marqué, c'est l'échec de Jospin. Je pense qu'on ne peut pas comprendre ce genre de personnage sans se référer à cet échec, qui pour eux a été un échec, je dirais, fondateur. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y en a d'ailleurs qui ont complètement lâché, qui ont même lâché complètement la politique, que ça n'intéressait même plus. Je ne parle pas seulement chez les dirigeants, mais aussi chez les militants chez les et autres. D'accord, que chercher les dirigeants qui avaient lâché. Il y a aussi cette idée que ne pouvant plus rien faire dans ces conditions, il fallait trouver un moyen justement de réussir quelque chose et dans ces cas-là, en continuant la politique, pourquoi aller s'arrimer, par exemple, à Ségolène Royal en voyant que les choses ne se passaient pas bien, etc. Il y avait quand même beaucoup de flottement. On parlait de flottement, mais c'est ça. C'est face à une situation de flottement avec un échec derrière. Bon, d'accord, c'est la quête du leader. Ça ne donne pas une cohérence. C'est simplement là, on parle d'un personnage et de la manière d'un trajet, mais pas une cohérence. On s'est intéressé aussi à la manière dont Éric Besson parlait de sa famille, de sa vraie famille, parce que nous avons remarqué qu'il en parlait régulièrement pour justifier son parcours, ses positions. Je vous propose de revoir quelques extraits de l'émission À vous de juger, commenté par un autre psychanalyste, Sophie Cadalane, Jean-Pierre Winter, spécialiste du langage. On écoute. Je l'avais dit en décembre à quelques ministres, quelques amis ministres qui m'avaient très fortement soutenu. On avait eu des conversations privées et je leur avais raconté qu'effectivement, mes enfants étaient lassés de la caricature qu'ils voyaient chez des comiques, dans des émissions supposées drôles, etc., que ça leur faisait beaucoup de mal. Et c'est vrai qu'ils m'ont dit à un moment, voilà, on aimerait que tu quittes le gouvernement et que tu quittes ce ministère. Je n'avais pas l'intention de le mettre sur la place publique. L'un des ministres l'a raconté à un quotidien et depuis ça a fuité, comme on dit. J'ai été amené à le confirmer. J'ai eu une discussion avec mes enfants. Pourquoi ont-ils été touchés? C'est simple. Avec Sylvie, mon ex-épouse, qu'on a vue tout à l'heure, on les a élevés dans le culte de l'antiracisme. L'antisémitisme nous est insupportable. Le racisme nous est insupportable. Moi-même, j'ai été élevé au Maroc, vous l'avez vu à l'instant, entouré de jeunes d'origine maghrébine, de jeunes marocains, de jeunes berbères, etc. Et nous avons eu les mêmes relations. Je suis tombé dans la marmite de l'antiracisme quand j'étais enfant et j'ai essayé de transmettre ces valeurs à mes enfants. Il dit « J'ai été élevé dans le culte de l'antiracisme et de l'antisémitisme ». Alors, c'est très... Oui, non, justement. Là, il dit j'ai été élevé dans le culte de l'antiracisme, dans le rejet de l'antisémitisme, mais quand il dit anti, on ne sait jamais lequel il va dire. C'est assez drôle, oui. C'est tout à fait curieux. Mais en tout cas, si on s'en tient au culte de l'antiracisme, l'antiracisme, c'est pas un culte. C'est pas une religion. Je veux dire, il en fait une religion. Mais l'antiracisme, c'est je dirais, avant d'être une religion, c'est un devoir. C'est là que, effectivement, il pêche comment dire, c'est ce qui lui permet de se convertir, je dirais. Hein. C'est-à-dire, avec des idées comme celle-là, on peut finir par se convertir. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'en traitant, avec ce mot de culte, donc il sous-entend qu'il y a quelque chose de religieux, et comme c'est religieux, finalement, on peut passer d'une religion à l'autre. Oui, en tout cas, que la conversion est possible. Hein, parce qu'on n'est pas dans le registre de la conviction républicaine, on est dans le registre de la foi.
C'est ça la religion. Hein. Donc bon, on peut changer facilement, sinon de Dieu, en tout cas d'église. Je suis tombé dans la marmite de l'antiracisme quand j'étais enfant et j'ai essayé de transmettre ces valeurs à mes enfants. Il y a de sa part un jeu avec la couleur de sa cravate. Qui est tout à fait amusant. Elle est bleue ou rose. Là, elle est bleue et parfois elle est rose. Voilà. Donc, et il y a un jeu comme ça où constamment. Vous voulez dire qu'il joue sur les identités. La cravate bleue, la cravate rose, la cravate bleue comme l'UMP, la cravate rose comme le PS. Absolument. Il joue là-dessus. Il joue là-dessus. Mais ce qui m'étonne, c'est pas que pour lui l'identité soit floue. C'est qu'il voudrait, par le débat, arriver à une identité précise, une identité bien cernée, une identité française bien cernée, bien calibrée. Ma mère, elle était méditerranéenne. Et elle disait des choses simples. Essaie d'être en bonne santé. Je vais lui dire ce soir, puisqu'elle me regarde, que ça va, maman, je suis en bonne santé. Pour le reste... C'est insensé, quoi. Enfin, il parle à sa maman à la télé. On dirait les gens qui passent dans les jeux télévisés et qui en profitent pour dire bonjour, je voudrais dire... C'est question pour un champion. On a dit que de votre famille, cette fois, et même vos enfants, vous avez dit, maintenant ça suffit. Parce que comme vous l'évoquiez tout à l'heure, vous en avez pris plein la poire. Donc pour vos enfants, c'était aussi en prendre indirectement plein la poire. Comment vous dire? J'ai un peu de mal à en parler, d'autant que je sais qu'ils regardent la télévision et qu'ils n'aiment pas beaucoup que je parle d'eux. Et ce qui est frappant dans tous ces extraits, c'est qu'il parle de ses parents qui le regardent à la télé, il parle de sa femme qui le regarde à la télé, de ses enfants aussi qui le regardent sans doute à la télé. Oui, il veut être vu par sa famille. Mais bon, il y a un côté où effectivement, il est en quête d'image, c'est clair. Depuis le tout début probablement le début de sa carrière politique. Il veut être vu, il attend une reconnaissance, d'où les questions d'identité. Et alors, il n'y a pas que Charlotte Chabot qui parle de sa famille, qui le regarde à la télé. Il y a quelques mois aussi, lorsqu'il était encore avec son ex-épouse, eh bien, il expliquait qu'elle le regardait à la télévision. C'était avec Carl Zero. On regarde un court extrait. Alors, donc ce rôle de traître, finalement, tu dis que tu le vis très bien, donc tu ne veux pas être président. Tu es aussi l'homme qui ne sourit pas. Oui, pareil. Tu ne souris jamais, tu portes c'est vrai. Comme une croix ton destin de traître emblématique. Mais là tu souris en mode tu veux que je te dise, pour aggraver mon cas, ma femme, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Il y a d'ailleurs quelques difficultés, je la salue parce que je crois qu'elle est devant la télé, puis en ce moment ça tangue un peu dans le couple. Et elle, il y a 30 ans, quand on s'est connus, une des premières phrases, ça a été de dire « Mais tu sais que tu souris jamais ». Alors c'est vrai, depuis que je suis gamin, à 10 ans, on me disait tout le temps « T'étais trop sérieux. Tu as l'air sérieux, etc. » Alors j'avais beau dire que j'ai les sourires qui me poussent à l'intérieur, mais personne ne me croit, tu vois. Tout d'abord, Sophie Cadalen, il y a plein de choses, à mon avis, plein de matière pour un psychanalyste. C'est intéressant parce qu'on lui parle de sa figure de traître, voilà, on lui parle. Et puis il répond, sa femme qui le regarde à la télé. D'ailleurs, ça tangue dans le couple. Au passage, il signale que ça tangue dans le couple. Comment vous analysez cette manière de répondre sur un terrain aussi personnel? Je trouve, alors c'est peut-être un peu péremptoire mon jugement, mais c'est une manière un peu pitoyable de tenter de ramener, voilà, j'ai du mal, ça tangue dans le couple. Je suis un homme comme vous et coucou maman mais bon, je trouve c'est une tentative, oui, un peu médiocre de la part d'un homme malgré tout si intelligent, indéniablement, voilà, pour ramener à quelque chose de plus tendre, de plus convivial, de plus... Certainement des éléments psychanalytiques, mais je pense qu'il y a une intention derrière, mais extrêmement claire. C'est-à-dire que ce monsieur a une étiquette infamante. Il le dit lui-même, qui est l'étiquette de Judas, et il a quelques années pour faire de cette étiquette une étiquette de bouc émissaire. C'est aussi simple que ça. Voilà. Comment je passe de Judas à bouc émissaire? Je m'humanise, je montre mes failles, je dis que j'ai une famille, je laisse sortir le bouquin de ma femme, ou j'essaye, ou j'y arrive pas. Mais en gros, quand vous regardez sur Internet aujourd'hui, ce qu'il y a sur Besson, vous tapez Besson, et ce qui ressort, c'est des trucs qui sont sur la personnalité du bonhomme, et ses failles, et ses limites. Et je pense que son intention est claire, c'est de brouiller un maximum les pistes politiques, parce qu'il faut qu'il donne une cohérence à son trajet, et sur le plan personnel, de passer de Judas à bouc émissaire. D'accord, donc vous, communicant, vous analysez là tout ce qu'on vient de voir sur sa manière justement de ramener sa famille, ses enfants, etc. comme vraiment une tentative, c'est pas de la psy, là, pour le coup, c'est de la communication. En plus de quelques soucis peut-être psychanalytiques. Oui. Là, pour le coup, pour ramener ça du côté peut-être de la psy, il me semble qu'il y a aussi sans doute malgré lui
J'ose imaginer, certainement l'envie d'être aimé, et puis de ressembler sans doute aussi à Nicolas Sarkozy, qui a introduit ça comme dans la vie politique. Les amours, la famille recomposée, les états d'âme. Il me semble que voilà, c'est le parfait petit soldat et lieutenant, même pourrait-on dire, du grand chef. Et je fais comme lui aussi. Marc Abélès, justement, sur cette manière de se justifier et la cohérence dans sa manière, finalement, qu'on a vu là, tout au long de l'émission, de se justifier ou de chercher à finalement nous tricoter quelque chose de cohérent. Je pense encore une fois qu'il n'y a pas tellement d'arrière-fond dans tout ça. Je pense que ce qui est bien, c'est de le suggérer et de mettre en scène quelque chose qui nous fait gamberger et qui nous permet Mais c'est effectivement... vrai que Gilles Masson a raison. Aujourd'hui, le personnage pose énormément de questions. Il a au moins réussi à ça. Est-ce que tout le monde s'interroge? Qui est Monsieur Besson? Mais c'est sûr on est devant ce problème de la trahison, on est ce problème de l'échec, on est devant toute la négativité de la politique. Il faut voir qu'il prend en charge, en fait, toute la négativité du sarkozysme, on va dire. Et en même temps, moi, ce qui me frappe toujours, c'est le côté sans sourire. Il n'y a pas de sourire, ça c'est intéressant, ce côté de dévider invariablement et avec une espèce d'assurance, une certaine position dans la politique sur laquelle, en fin de compte, il ne reviendra jamais. C'est-à-dire que c'est pas, il y a des types de losers où il y a des gens qui sont dans des trahisons, mais qui évoluent, qui bougent, etc. Lui, au contraire, il semble s'inscrire dans un personnage et il nous demande presque de remplir tout ça. Et donc à ce moment-là, évidemment, tout le monde s'en donne à cœur joie à supputer tout ce qui est derrière. Tenter de remplir. Alors, pour finir l'émission, on va tenter justement de remplir un petit peu. Mais juste question, vous dites sans sourire. Ça veut dire quoi pour vous, sans sourire? Pour moi, sans sourire, ça veut dire ce côté que j'ai défini comme étant un technocrate assez fade, qui était un petit peu sa vocation. C'est-à-dire quelqu'un qui fait des coups, comme on a vu au tout début, donc qui sait réagir à une situation, qui sait en jouer, qui sait la maîtriser, et qui, dans l'action, est prêt à faire ce qu'on lui demande dans son équipe par rapport à son patron et à jouer les managers ou les sous-managers avec efficacité et sans avoir d'état d'âme en quelque sorte. Pour finir l'émission un peu plus légèrement, peut-être un petit conseil de communication. Jean-Pierre Winter soulignait, et c'est vrai que c'est frappant, qu'il change souvent de couleur de cravate. Il passe souvent du bleu comme l'UMP au rose comme le PS. Quelle couleur de cravate conseilleriez-vous finalement? Le vert, c'est très tendance en ce moment. Le vert parce que c'est l'espoir. Entre autres. D'accord. Bon, vous êtes d'accord, non? D'accord. Bon, écoutez, on verra s'il suit ce conseil dans le jaune. Pourquoi le jaune? Jaune est la couleur du jus d'Inde dans toute la peinture. Non, mais en tout cas, je ne sais pas s'il y a des arrière-pensées, mais c'est vrai que ce changement est frappant. Mais on verra s'il a suivi vos conseils dans les semaines à venir. Merci à tous les quatre de nous avoir aidés à mieux comprendre ce personnage. Merci à Jean-Pierre Winter aussi, qui a intervenu dans l'émission. Je signale qu'il sort ce livre. Alors, c'est pas sur la politique, c'est sur le décryptage des chefs-d'œuvre, des œuvres d'art. Et puis Sophie Cadalen aussi, vous êtes au théâtre dans une pièce, au théâtre Pixel dans le 18e. Voilà, psychanalyse mène à tout. Merci à Marie Lebon et à Benoît Pommiès qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Brigitte Sando qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillés. Passionnant de toute façon à étudier. Mais il faut quelqu'un de fade au départ. Le motif de la fadeur il est plat. C'est-à-dire que quand on est fade, on n'a pas le choix, il faut faire des coups d'éclat. C'est ça la leçon. Je pense qu'il aurait été franchement avec Jospin, c'était très proche de Jospin, et à ce moment-là, il aurait été le même dans une certaine mesure. Absolument. On a l'impression qu'il fixe comme ça le point de reconnaissance d'existence, mais comme son regard est fixe, quelque chose qui trace. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'on dise, j'y serai et vous m'écouterez et vous me verrez.